Salut et bienvenue à toi pour cette vidéo actualité, je suis Matt et je suis actuellement sur Mars, vous voyez derrière moi, on voit même des Starships qui sont derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo actualité, on va voir ensemble des actus autour de SpaceX, Tesla, des Boeing Company et même attention OpenAI, donc une vidéo assez variée. Et je viens d'oublier, on va aussi parler de Starlink. Comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, ça permet de soutenir la chaîne et tu peux aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Et nous, on va commencer dès maintenant les actualités. Premièrement, on va parler de TBC, le CES de Las Vegas 2021 arrive la semaine prochaine et une vidéo sortira bientôt à propos de ce sujet. On a des images, quelques images des avancées, parce que vous savez que le Las Vegas Convention Center disposera d'un loop qui sera ensuite relié au loop de Las Vegas qui est en cours de développement. On a quelques images désormais, on voit des stations à la surface et également les accès pour la station sous-sol. C'est-à-dire que le loop du Las Vegas Convention Center ne dispose pas de station à ciel ouvert comme on peut le voir dans certains concepts. Par ailleurs, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, une vidéo sortira sur TBC, ça sortira la semaine prochaine à pile poil pour le CES. Du coup, je t'invite vraiment à activer la cloche pour ne rien rater. Et d'ailleurs, j'ai fait un trailer pour annoncer cette vidéo, je vous le mets dès maintenant. Maintenant on va aller à Boca Chica où SN9 devrait faire un vol très prochainement, alors normalement dimanche, lundi ou mardi. Le prototype a déjà effectué un premier allumage statique cette semaine et il va devoir en faire un deuxième vendredi, alors où je vous parle, rien n'est fait. Si je t'annonce qu'un live sera disponible en français et normalement il y aura Yataka, la référence astronomique, et Osmos Cosmo et d'autres amis, on va s'amuser, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ce live, le lien est en description et il s'affiche dès maintenant sur votre écran. Entre temps je me suis pris un strike, donc je ne peux pas faire de live sur cette chaîne principale. Et j'ai quand même réussi à demander à la personne qui m'a strike, qui était en tort, de en fait retirer le claim. Donc normalement elle s'est rétractée et le temps que YouTube voit à jour la situation, bah peut-être que je pourrais pas faire de live sur cette chaîne. Donc le lien est en description. Alors normalement, SN9 devrait atterrir en un seul morceau, si tout se passe bien, parce que le problème qu'ils ont rencontré est au final réglé normalement. Elon Musk a annoncé le 30 décembre que le réservoir d'atterrissage de méthane de SN9, qui est situé en bas du prototype, il sera non pressurisé à l'azote, mais à l'hélium. Et ils réfléchissent déjà à un redesign pour le futur. Starship devrait être à 100% au LOX et au méthane. Vous allez me demander, mais pourquoi ils ne gardent pas l'hélium si ça fonctionne? Tout simplement, quand on va parler de voyage habité vers Mars, il est impossible de trouver de l'hélium sur Mars et d'en produire. Et pour l'azote, la production est plus difficile et sur Mars, il y a de l'azote, mais en très faible quantité. C'est pour cela qu'ils vont se reposer sur le méthane et le LOX, donc oxygène liquide. Sinon, sur la zone d'atterrissage, le nose-cone de SN8 a été aplati. Elon Musk nous a dit oui, vous allez avoir un musée avec le nose-cone. Bah, finalement, ils l'ont aplati et du coup, ils ont aussi réparé la zone d'atterrissage qui avait subi des dégâts. Il y avait un petit cratère et ils ont absolument tout réparé. De plus, le nose-cone de SN10 est actuellement sur le prototype. Il continue les vérifications et à vérifier surtout les soudures pour voir si tout est ok. Si tu veux en savoir plus, tu peux me suivre sur Twitter et Instagram où tu retrouves toutes les actualités autour de Boca Chica et des activités sur ce site. Désormais, on va parler d'un sujet aussi passionnant, on va parler de Starlink qui arrive en Europe, du moins sur le territoire européen. Tout d'abord, plusieurs Britanniques rapportent avoir reçu en décembre des invitations pour rejoindre la bêta de Starlink. Alors c'est une bêta ouverte qui est encore très limitée. Un utilisateur Reddit a d'ailleurs reçu son matériel et SpaceX parle d'un débit descendant entre 50 mégabits par seconde et 150 mégabits par seconde. Rien ne change, c'est la même chose pour les États-Unis. Par ailleurs, l'abonnement est à 89 pounds et le pack avec le matériel est à 439 pounds. C'est-à-dire qu'on reste vraiment sur les prix US quand on fait la conversion.
Alors le problème, c'est que le prix de l'abonnement est vraiment bien au-dessus des offres du marché fibre britannique, qui est lui aux alentours des 25 pounds. Et dans le mail d'invitation, SpaceX marque: si cela vous semble bien, commandez maintenant d'après ce qu'on nous a rapporté. Je pense que c'est là où il y a un message important à transmettre, c'est que si Starlink arrive en France et vous propose un abonnement à 99 voire même 100 euros parce qu'ils ne connaissent pas forcément le marché français, même si vous êtes très fan, c'est bête d'acheter et de lâcher votre chéquier alors que vous avez peut-être accès à la fibre. En fait, il serait totalement idiot de faire flamber les prix alors que les personnes qui ont vraiment besoin de ce service et qui sont retranchées dans la campagne sont très intéressées mais ne pourront peut-être pas avoir accès. C'est pour cela que SpaceX a besoin de recueillir et d'évaluer le marché, alors que vraiment l'objectif de Starlink c'est de proposer internet à haut débit pour les campagnards, pour les personnes qui sont en zone rurale. Bon, on va aller en Grèce où Starlink devrait arriver vers avril avec un débit descendant toujours le même, entre 50 mégabits par seconde et 150 mégabits par seconde. Donc le service de SpaceX pourrait couvrir les zones rurales mais aussi les villes, parce que le débit descendant en Grèce est entre 0 et 50 mégabits par seconde et la moyenne est de 15 mégabits par seconde. Donc voilà, SpaceX avec Starlink concurrence vraiment les opérateurs. Il est à noter que en Grèce, la jeunesse est en voie de disparition et que la crise économique depuis plusieurs années impacte la nation. Donc le pays, pour maintenir ses talents et surtout pour essayer de croître, mise sur le digital, et donc ça peut aider de nombreuses entreprises mais aussi d'autres créateurs. Donc en raison de la situation du pays, normalement il devrait réadapter l'offre, on est d'accord. Sauf s'il s'adresse au B2B et que le B2C soit délaissé. Après, si on peut parler en B2C, on peut voir des subventions par le gouvernement, comme ce qu'a fait la FCC pour les États-Unis. Voilà, c'était vraiment la fin sur les actualités Starlink. Ça peut faire débat ce que j'ai dit autour d'avoir un comportement responsable pour ceux qui en ont besoin. Mais après, vous pensez ce que vous voulez. Moi, je pense que je veux et je dis ce que je veux. Mais on va parler maintenant de Tesla et de Panasonic. Parce que, attention, Tesla a annoncé un contrat avec Panasonic pour l'approvisionnement de cellules lithium-ion, bien évidemment, fabriquées au Japon. Alors ce contrat est surtout ciblé autour du prix et il est effectif du 1er octobre 2020, bien 2020, c'est bien 2020, je ne me trompe pas de date, au 31 mars 2022, c'est-à-dire qu'ils ont revu certains termes. Alors Tesla recevait bien sûr déjà des cellules du Japon pour le modèle X et le modèle S, c'est les 18650. Maintenant la question c'est, est-ce que Panasonic va apporter de nouvelles versions, de nouvelles cellules, ou c'est juste un prix qui est revu à la baisse ou à la hausse? Récemment, monsieur Tsuga, qui est le président de Panasonic, a déclaré ceci: alors nous avons commencé à développer une nouvelle batterie automobile, la 4680 pour Tesla aux États-Unis. La structure de l'électrode est difficile en raison de sa grande capacité. Nous allons fabriquer des prototypes au Japon et établir une méthode de fabrication. La haute fiabilité est l'un de nos points forts. Il n'y a aucune inquiétude que Tesla devienne un concurrent, bien que Tesla encourage la production interne de batteries. Donc voilà, Panasonic ne se sent pas menacé par Tesla parce que Tesla produira des 4680 pour le Cybertruck et le Semi, c'est-à-dire des 4680 à cathode nickel, et surtout Tesla va devoir signer d'autres contrats de développement de cellules 4680 pour le modèle S X, pour le modèle Y et pour la Model 3 et les autres véhicules. Donc voilà, Panasonic va pouvoir prendre des contrats et maintenant il faut savoir si Panasonic va réussir à adapter le système Tesla, du moins ce que Tesla nous a présenté au Battery Day, chez eux. De toute façon, Panasonic et Tesla, c'est une grande histoire d'amour, et comme l'a dit tous les autres fournisseurs quand on parle à KTL, même aussi LG Energy Solutions, ils disent vraiment que voilà, Tesla, ce ne sont pas nos ennemis parce qu'ils vont faire quelques cellules, c'est tout simplement un partenaire. Ils parlent de partenariat et non de vendeurs et de clients. Bon, on se dirige désormais vers l'Allemagne. Alors d'abord, il a neigé à la Gigafactory de Berlin, c'est super, on adore la neige. Et on a plus d'informations autour du permis de construire qui devait arriver fin décembre, mais d'après la presse locale, Tesla devrait avoir une réponse dans 4 semaines environ. Donc voilà, ça devrait arriver bientôt, prochainement, donc le permis définitif qui prend beaucoup de temps en tout cas. Désormais, on va parler d'un autre sujet, on va parler de OpenAI ou OpenAI. Donc oui, Elon Musk ne fait plus partie vraiment de ce projet, mais je trouve ça très intéressant de parler d'intelligence artificielle, et on va avoir désormais des nouveautés
nouveauté d'OpenAI. L'objectif futur, c'est de former des réseaux neuronaux multimodaux. On va d'abord parler de DALL-E qui peut transformer avec succès un texte en une image. Il lit le texte, enfin du moins il comprend et interprète le texte, et c'est former une image. Alors ce réseau utilise tout de même la même approche que celle utilisée pour GPT-3, qui lui a la capacité d'écrire des textes. Et c'est là on arrive sur le sujet des réseaux multimodaux, parce que vous avez vraiment cette juxtaposition entre DALL-E et GPT-3. Donc, même dans un futur très lointain, quand ce système sera développé à 100%, on pourrait peut-être voir des livres interprétés par une IA, et ensuite voir des films qui ont été produits depuis le livre, donc des images formées grâce à l'IA. Le second réseau, c'est Clip, qui a la capacité d'effectuer de manière totalement fiable un ensemble de tâches assez massives de reconnaissance visuelle. Alors pour résumer, Clip s'est rangé dans des catégories des images inhabituelles qu'il ne connaît pas forcément, et ce réseau est quand même annoncé comme plus performant que ImageNet, qui est la référence du secteur. Avant de se quitter, Tesla a enfin lancé l'édition 7 places du modèle Y, disponible pour le modèle Y d'autonomie standard et grande autonomie. Voici quelques images qui vont suivre, vous montrant totalement la disposition de cette nouvelle rangée qui est ajoutée au SUV. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à lâcher un j'aime si elle t'a plu. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux. Et nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Math sur Mars. Allez, bye!